Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'Invité. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir des entrepreneurs qui vont sauver la planète, enfin du moins on l'espère. Nicolas Sabatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des fondateurs de Time for Planet. Alors j'avoue humblement que moi je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. On ne parle que de vous. Qu'est-ce que c'est Time for Planet? Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une réflexion qu'on a eue il y a 3 ans de se dire le réchauffement climatique c'est quelque chose d'absolument terrifiant, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait un petit bilan de compétences, ce qu'on sait faire. Le on, parce que vous parlez du on, mais c'est vrai que pour revenir encore plus à l'origine et à la genèse, au départ, et c'est ça qui est assez étrange, on va en reparler, c'est 6 fondateurs, c'est-à-dire que c'est 6 chefs d'entreprise ou des personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat lyonnais au départ, qui ont eu effectivement ce constat, qui se sont dit on va faire quelque chose, et c'est ça, il y a aussi cet esprit entrepreneur. Donc vous vous dites à 6, parce qu'il y a une dimension aussi assez générationnelle, c'est des trentenaires pour faire très très simple. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites on est un peu la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Parce que moi qui suis d'une génération différente, ce qu'on entend un peu quand on parle réchauffement climatique, on dit c'est peut-être trop tard, on ne sait pas quoi faire, etc. Mais ce n'est pas du tout ce que se disent les plus jeunes. Eux, au contraire, ils se disent non, il faut y aller, il faut faire quelque chose, quoi. On se dit surtout on n'a pas le choix, donc on ne lit pas dans l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer. Et nous, on a tout simplement pris ceux qui savent, les rapports du GIEC, qui a dit qu'il y avait encore possibilité de faire des choses dans les 20 prochaines années. Donc on a un peu cette fenêtre de tir là. Non pas pour annuler le problème, mais pour l'amoindrir pour la fin du siècle. Pour que vous situiez un peu la problématique, si aujourd'hui on arrête d'émettre l'intégralité des gaz à effet de serre sur toute la planète, jusqu'en 2050, donc pendant 30 ans, la température va augmenter naturellement. Donc c'est absolument terrifiant. Un autre petit truc qui peut permettre de comprendre aussi la gravité de la situation, souvent on entend parler des +1, +2, +3, +5, mais on se dit que ça passe de 35 à 37 l'été, ça ne change pas grand-chose. En réalité, déjà, il faut situer les bornes. C'est plus 2 degrés à la fin du siècle, donc en 2100, par rapport à 1900, par rapport à la température moyenne. Ça désigne une température moyenne à la surface du globe. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au-dessus des océans, c'est 2 fois moins élevé. Donc quand on entend +2, en fait, il faut entendre +4, parce que nous, on est des terrestres, donc on est au-dessus. Et là encore, c'est une température moyenne à la surface du globe. Ça veut dire que les pics, il faut encore doubler. Donc de +2, on passe à +4, et de +4, on passe à +8. Donc en fait, on n'est pas de 35 à 37, mais de 35 à 41. Et ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Sachant qu'en plus, si on y arrive, c'est du +2 à la fin du siècle, on va monter par des pics en 2050 avant d'espérer pouvoir y redescendre. Et donc dans des scénarios, les plus pessimistes sont à +7 degrés, mais je vais juste prendre celui de +5 pour que vous situiez. Le +5, du coup, on double, on arrive à +10. Et de nouveau, on double à +20 pour avoir des pics. On parle déjà de pics à 50-55 degrés à Lille en 2050. Donc voilà, c'est quand vous prenez conscience de ça à travers les rapports du GIEC, à travers des outils comme la fresque du climat, on ne dort pas très bien. C'est irréfutable, indéniable, et c'est vrai, c'est juste qu'il faut faire quelque chose. Alors du coup, vous vous réunissez et vous créez un espèce de truc un peu hybride, parce que c'est à la fois un fonds d'investissement, une coopérative, en un mode start-up agile. Enfin, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez réuni quoi? De l'argent, des fonds? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Ça part déjà d'un modèle qu'on avait eu il y a une douzaine d'années dans notre esprit, de se dire si on veut lutter contre la précarité et la pauvreté, on pourrait avoir une entreprise qui crée des entreprises. Et chaque entreprise, sa façon de mesurer sa réussite, son impact positif sur la société, c'est le nombre de personnes sorties de la précarité. Et il faut avoir un modèle économique pérenne, stable, pour pouvoir employer des gens, se développer, etc. Donc on prenait les outils du capitalisme, mais on fixait des objectifs sociétaux. Donc ça, on l'avait dans les cartons depuis un bout de temps, et donc finalement, on a ressorti ce truc-là des cartons en disant ça, on va le faire, mais on va le dédier à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un projet qui a 1 an, mais aujourd'hui, vous avez levé, puisque l'objectif c'est de lever de l'argent, avec des actionnaires qui sont quoi? Des citoyens lambda, quelques entreprises. Vous avez 13 000 associés maintenant et levé à peu près 2 millions. Qui sont ces 13 ou 15 000 personnes qui vous donnent de l'argent? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment ça se passe? Alors ça, c'est l'aspect justement, nous, on a eu cette problématique-là, comment j'agis? Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi envie d'agir. Individuellement, on peut faire des efforts, mais le résultat va être assez faible. Il faut vraiment qu'il y ait des outils gigantesques pour lutter contre un outil gigantesque. Donc effectivement, on a mis comme ambition de dire on va aller chercher 1 milliard et créer 100 entreprises.
Et on a voulu que n'importe quel citoyen puisse devenir actionnaire de Time for the Planet. C'est un des mots d'ordre, c'est de se dire on a besoin des citoyens, des citoyennes, on a besoin des entreprises, on a besoin des associations, on a besoin des collectivités. Toutes ces personnes-là peuvent devenir actionnaires de Time for the Planet. Une fois qu'on a ces personnes-là, on a des moyens de faire des choses et il va falloir les mettre en œuvre. Donc nous, notre cœur d'activité, c'est de créer des entreprises, vous l'avez bien dit. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a des innovations géniales qui sont portées par des scientifiques dans des laboratoires, mais que la difficulté, c'est de passer d'un laboratoire, quelque chose de théorique, à quelque chose de concret. Ce qui va transformer une idée théorique ou de labo, souvent, ça va être une entreprise. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une table à la fin, et cette table, elle a été pensée par un ingénieur à un moment. Donc, on va identifier des innovations qui peuvent être high-tech, low-tech ou no-tech, peu importe. Notre critère, c'est qu'elles aient un effet direct sur les gaz à effet de serre. Ensuite, ces scientifiques qu'on va repérer, on ne va pas leur apprendre à devenir entrepreneurs. On n'est pas un incubateur, on va directement leur adjoindre un créateur d'entreprise confirmé ou une créatrice. Une fois que ces deux personnes-là sont ensemble, si on injecte des fonds et de façon massive dès le début de la création de l'entreprise, ils peuvent aller plus vite dans leur déploiement. En fait, c'est un peu comme si on venait doper la création d'une entreprise avec de l'argent. Et donc, plutôt que de jeter du jus de cerveau à la poubelle, on s'est dit qu'il fallait que d'autres créent aussi. Donc, en fait, on va créer nos concurrents. On va utiliser l'open source, c'est-à-dire qu'on va donner le droit à n'importe qui dans le monde d'utiliser nos innovations, d'avoir un modèle économique et finalement de créer une activité. C'est là où on voit qu'il y a quand même un changement par rapport à ce qui se faisait habituellement. C'est-à-dire que non seulement, en gros, on donne les idées à tout le monde en encourageant à faire, en plus, il n'y a pas de spéculation possible, parce que l'idée, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est que tout soit redépensé. Il y a quelque chose d'assez égalitaire, parce que chaque action permet de s'exprimer. Enfin, c'est vraiment quand même une autre manière de regarder l'investissement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tout le monde vous regarde, mais j'allais dire, est-ce qu'on ne vous regarde pas un peu de manière étrange? Qu'est-ce qu'on pense, je sais pas, les entreprises traditionnelles, les banquiers, les fonds d'investissement classiques, ils se disent pas c'est un peu foufou, parce qu'en fait, vous secouez le landerneau, ce qui ringardise un peu ce qui se faisait avant, ou qui montre que ça allait peut-être pas assez vite, quoi, en fait. C'est ça? C'est pas notre volonté de ringardiser ce qui se fait ailleurs. Nous, à chaque fois, c'était du pragmatisme, comment on va plus vite. Et on ne l'a pas dit, mais effectivement, nos actionnaires renoncent à toucher des dividendes. Statutairement, il y a écrit que tant que l'écart de température ne sera pas revenu à 0 degré, autant vous dire que c'est impossible, on ne peut pas distribuer de dividendes. Renoncer à des bénéfices, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. On sera rentable, il y aura de l'argent qui sera créé. La seule différence, c'est qu'on ne va pas le distribuer, on va le réinvestir intégralement dans d'autres projets. Alors, ce qui est à la fois fascinant et en même temps peut-être un peu frustrant en considérant, c'est qu'on se dit peut-être que ça aurait pu être fait avant, peut-être que ça aurait pu être les politiques, peut-être que ça aurait pu être les pouvoirs publics. Pourquoi est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui a eu de sauver la planète, en fait? Pour nous, le politique, il est là pour réglementer. La société évolue et à un moment, le politique, il dit « Ok, j'acte que ça a évolué ». Si je demande à quelqu'un qui est surtout là pour gérer, de créer et d'imaginer et d'inventer, en fait, je pense que je ne m'adresse pas à la bonne personne. Et tu vois, par exemple, souvent, nous, on ne dit pas entrepreneur, on dit créateur d'entreprise. Souvent, dans le terme entrepreneur, en France, il a deux sens, et notamment celui de dirigeant d'entreprise. Mais un dirigeant n'est pas forcément un créateur. Et donc, nous, les créateurs d'entreprise, il y a plutôt cette dimension j'invente des nouvelles choses. Et on se dit, bon, là, peut-être que l'action, elle n'est pas assez efficace, citoyenne, il faut qu'on la fasse nous-mêmes en contournant un petit peu ce monolithe qu'on pourrait appeler le système, qui est difficile à bouger, mais ce n'est pas qu'il ne veut pas bouger, c'est qu'il ne sait pas forcément comment faire. Donc on crée une autre possibilité, une autre histoire de faire de l'entrepreneuriat de cette façon-là, avec des nouveaux indicateurs de réussite et de performance. Et puis, si ça marche, peut-être qu'il y a des gens qui prendront la suite. Utiliser l'énergie un peu différemment pour pas qu'elle se perde. Exactement, c'est inventer des nouvelles choses possibles. Mais tu le disais tout à l'heure, comment les fonds, les entreprises nous voient, etc. Au début, ça surprend parce qu'ils se disent ils sont fous, ça ne peut pas marcher leur truc. Sauf que nous-mêmes, on est des entrepreneurs, on a dirigé et créé des entreprises, on sait comment. C'est pas une lubie, on sait comment ça fonctionne, on est complètement conscient de toutes ces réalités-là. Donc on va juste utiliser tous ces outils qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, une fois qu'ils nous rencontrent, en fait, ils se rendent bien compte que sur le papier, ça peut fonctionner. Mais sur le papier, toutes les idées peuvent fonctionner. Alors dans les besoins, dans les perspectives, là on est encore en début d'année, qu'est-ce qu'il y a comme... parce qu'il y a des jours où on déprime un petit peu quand même, c'est pas évident, ça doit être un peu lourd à porter, un peu comme Sisyphe, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? En 2021, vous allez rentrer dans le concret, il va y avoir les premières entreprises qui vont être créées. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qu'on a comme raison d'espérer pour cette année? Depuis le 2 décembre, on a officialisé notre méthode de sélection des innovations, en tout cas notre première version, parce que c'est très évolutif l'entrepreneuriat.
Et elle se passe en 4 phases. La première, c'est une phase de présélection des innovations. C'est notre communauté, donc c'est des actionnaires. Il y a même des gens qui ne sont pas actionnaires qui nous aident, qui sont formés. Et eux, ils vont évaluer le potentiel d'une innovation qui nous est remontée. Non seulement le potentiel, mais est-ce que ça rentre bien dans les 20 problèmes que Time for the Planet veut traiter? Et en gros, c'est calé sur le GIEC. Le GIEC dit qu'il faut de la sobriété, il faut aussi des innovations. Et donc, il vérifie que c'est bien là-dedans. Ensuite, les meilleures innovations vont remonter à un comité scientifique composé de 14 personnes, des experts scientifiques, des experts industriels, également des gens issus des sciences sociales. Et ces personnes-là vont noter les innovations qui vont remonter. On va de nouveau choisir celles qui nous paraissent les plus pertinentes. En fait, ce comité-là va surtout écarter celles qui, d'un point de vue scientifique, ne tiennent pas la route. Ça peut arriver. Donc ensuite, on va passer à la phase 3. La phase 3, c'est ce qu'on appelle rechercher le marché, des méthodes de gros hacking. En fait, on va aller vérifier si potentiellement on pourra vendre, louer, peu importe le modèle économique, mais comment faire pour qu'il y ait un marché, pour que cette innovation se développe. S'il n'y en a pas, on n'y arrivera jamais. On peut pas, sans argent, on ne peut rien faire. Ensuite, dernière étape, qui souvent n'est pas testée, mais nous, on connaît cette importance, c'est de vérifier que nos fameux scientifiques et nos fameux entrepreneurs-entrepreneuses soient capables de travailler ensemble. Donc, on va les faire remplir des petits objectifs sur quelques semaines ou quelques mois, selon l'innovation. Et à la fin, ils vont être capables de nous dire oui, on veut travailler ensemble ou pas. Une fois que ces 4 étapes-là ont donné des voyants verts, nous, en tant que gérant de Time for the Planet, on monte un dossier qu'on soumet à un conseil de surveillance qui en fait, représente les actionnaires de Time for the Planet, qui vérifient notre bonne gestion. Et une fois qu'eux donnent leur feu vert, c'est soumis en assemblée générale, donc devant tous les actionnaires, et on va voter l'investissement et donc la création définitive de l'entreprise. On a quand même des raisons d'avoir de l'espoir alors. On trouve des choses intéressantes, oui. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? La notoriété, on y contribue modestement, on va essayer d'en parler le maximum. Il y a quoi? Besoin de notoriété, d'argent, je suppose. Qu'est-ce que vous recherchez en priorité aujourd'hui? Les 2 besoins pour aider Time for the Planet dans sa mission, effectivement, ça va être la notoriété. Time ne pourra pas exécuter sa mission si on reste un projet lyonnais ou français. Il faudra qu'on soit international. Peut-être que la scientifique de génie, elle se trouve au Pérou et que l'entrepreneur de choc, il est en Ukraine et qu'un milliardaire ou une milliardaire namibienne pourra nous aider. Donc, il faut qu'on fasse parler Time for the Planet partout. Time for the Planet est un mouvement citoyen, donc ça doit aider à diffuser. Le deuxième, c'est que si on a trouvé cette entrepreneuse de génie et ce scientifique génial, eh ben, il nous faut des fonds. Sans argent, on ne pourra rien faire. Donc c'est également le nerf de la guerre. Il nous faut ces 2 outils-là. Donc n'importe quelle action que vous mettriez en œuvre pour nous faire connaître ou pour nous trouver des financements contribuera à aider Time for the Planet. Bon, ben voilà, je crois que le message est passé. Merci beaucoup Nicolas pour votre engagement et votre passion. Je crois qu'on a bien compris l'urgence de l'enjeu et on va indiquer évidemment l'adresse internet de Time for the Planet pour que les gens puissent venir s'associer à votre projet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, merci. Merci.